Le quatuor à cordes s'est arrêté net au milieu d'une mesure. Mon père, Gérard, a tapoté son verre de champagne, imposant le silence à la centaine d'invités réunis dans les jardins à la française du domaine. Je m'attendais à un toast. Être même à une reconnaissance réticente de ma récente promotion. Au lieu de cela, il m'a tendu un lourd porte-document en cuir. Avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. Le cuir était froid contre ma paume. Lourd. Cela ressemblait moins à un cadeau qu'à un verdict. Je l'ai ouvert. À l'intérieur. Pas d'acte de propriété, ni d'obligation d'épargne. Juste une simple feuille de papier. Une facture. 425 000 €. En bas. En gras. Le détail hébergement. Nourriture et désagréments. Gérard n'a pas attendu ma réaction. Il s'est tourné vers la foule, tamisant les lumières du jardin d'un geste théâtral. Un écran de projection, que je n'avais pas remarqué, s'est allumé derrière lui. La diapositive de titre remplissait l'écran géant. Analyse de ROI Chloé contre Aurélie. Tu as été un mauvais investissement. Chloé. A-t-il annoncé. Sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Considère ceci comme une limitation des pertes. Deux affi. Le silence dans la salle de réception n'était pas paisible. Il était suffocant. Ma mère, Angélique, n'a pas eu le souffle coupé. Elle ne s'est pas précipitée pour l'arrêter. Elle a simplement lissé le devant de sa robe de créateur et a tendu un micro à ma sœur. Aurélie. Ce petit transfert de pouvoir m'a tout dit. Aurélie s'est avancée, créant une dissonance visuelle impossible à manquer. Elle portait une robe bustier qui scintillait sous les lumières. L'actif face à mon passif. J'étais encore dans mon blazer de travail, venu directement du bureau pour être à l'heure. Les clés, Chloé, a dit Aurélie, sa voix amplifiée par les enceintes. Elle ne l'a pas chuchoté. Elle l'a joué comme sur scène. Elle a tendu une main manucurée, paume vers le haut. Attendant, papa a transféré le titre de propriété à la gagnante de la famille ce matin. Tu sais, quelqu'un qui apprécie vraiment la marque. Bézi, je t'ai engagé brofissé. J'ai regardé la clé de l'appartement posée sur la table. Ce n'était pas un penthouse de luxe. C'était un modeste 3 dont je payais le crédit chaque mois. Mais techniquement, le nom de Gérard était toujours sur l'acte depuis mes 22 ans. Je n'avais pas pensé à le changer parce que je croyais que nous étions une famille. Je pensais que la propriété était une formalité, pas une arme. Aurélie a arraché les clés de la table, les faisant teinter comme un trophée. Mais il n'avait pas fini. Le démantèlement de ma vie n'était que le premier acte. Gérard a fait un geste vers le fond de la foule. Appelant quelqu'un, mon estomac s'est noué en voyant Marc. Mon patron, entré dans le cercle de lumière. Marc était un homme faible. Le genre de dirigeant qui survivait, en étant d'accord avec quiconque, avait le plus d'argent dans la pièce. Il a regardé ses chaussures. Puis Gérard. Et enfin moi, Chloé, dit-il, la voix brisée. Suite à elle. Des irrégularités d'audit signalées par votre père. Le cabinet estime que vous êtes un risque. Il fit une pause, déglutissant difficilement. Vous êtes licencié avec effet immédiat pour suspicion de détournement de fonds. Et c'est dispersance. L'air a quitté mes poumons. Ce n'était pas juste un mauvais anniversaire. C'était une démolition stratégique et calculée. Il me voulait au chômage. Sans abri et endetté. Il voulait me voir ramper. J'ai regardé Gérard. Rayonnant. J'ai regardé Angélique. Examinant ses ongles. Et à ce moment-là, le choc s'est fracturé pour laisser place à la clarté. J'ai compris pourquoi j'étais restée. Pourquoi j'avais payé le crédit. Couvert les factures. Réparé leurs dégâts. J'avais vu ma famille comme un investissement. Je pensais que si je continuais à payer, si je payais assez de loyer émotionnel, je finirais par acheter leur amour. Je traitais l'affection comme des capitaux propres.
pensant pouvoir gagner une part de contrôle. Si, je travaillais assez dur. Mais ce soir, sous ces lumières froides, j'ai réalisé que le marché s'était effondré. C'était un coup irrécupérable. Il n'y aurait aucun retour sur investissement. La dette qu'il prétendait que je devais était une fiction. Mais le prix que j'avais payé était bien réel. Je n'ai pas pleuré. L'émotion n'est qu'une donnée erronée dans un audit. Je l'ai supprimée. J'ai regardé Gérard, droit dans les yeux. Puis j'ai reposé le porte-document en cuir sur la table. Je me suis retournée et suis sortie de la salle sans prononcer une seule syllabe. Je n'ai pas pris l'ascenseur. J'ai pris les escaliers. 12 étages. Ça m'a donné le temps de réfléchir. Le temps de sentir la froide réalité s'installer dans ma poitrine. Quand j'ai atteint la rue, le soleil s'était couché. Et l'air sentait les gaz d'échappement et la liberté. J'ai pris une chambre dans un hôtel bon marché à 3 rues de la gare. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on séjourne. C'était le genre d'endroit où l'on se cache. La moquette collait et la climatisation râlait, comme si elle allait mourir. Mais le signal Wi-Fi était fort. C'était la seule commodité dont j'avais besoin. J'ai installé mon espace de travail sur le bureau en stratifié. Ordinateur portable. Disque dur crypté. Une bouteille d'eau. Mon QG de guerre. Mon téléphone vibrait contre le bois depuis 20 minutes. Je ne l'avais pas regardé depuis mon départ de la réception. Mais maintenant, je devais évaluer le champ de bataille. J'ai retourné l'écran. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une frappe préventive. Ma mère, Angélique, menait déjà ce qu'on appelle dans le milieu une campagne de rumeurs. Elle ne m'avait pas envoyé de SMS directement. Elle écrivait à la famille éloignée, au groupe paroissial et aux femmes du Rotary Club. Je voyais les captures d'écran affluer, de la part des quelques cousins qui me toléraient encore. « S'il te plaît ?» Prie pour Chloé, avait écrit Angélique, à tante Sarah. Elle a fait une crise sévère à la fête ce soir. On pense qu'elle a encore arrêté ses médicaments. Si elle t'appelle pour demander de l'argent ou faire des accusations délirantes, préviens-nous. On essaie de lui trouver une aide professionnelle. Bleusé, amnésique. J'ai fixé les pixels. Je ne prenais pas de médicaments. Je n'en avais jamais pris. Mais Angélique savait que si elle me dépeignait d'abord comme instable, rien de ce que je dirais plus tard n'aurait d'importance. C'était brillant. Vraiment. Elle vaccinait notre cercle social contre la vérité. Puis vint la notification Instagram. Aurélie. C'était un selfie pris au volant de sa nouvelle voiture. Ma voiture. Elle tenait les clés. Faisant la moue, l'éclairage parfaitement ajusté pour faire scintiller ses boucles d'oreilles en diamant. La légende disait, parfois, il faut couper les énergies toxiques pour faire place à ses bénédictions. Tellement reconnaissante pour ce nouveau départ. Bénie guérison nouvelle voiture. Azouz, une personne normale aurait jeté le téléphone à travers la pièce. Une personne normale aurait commenté. Crié ou les aurait tous bloqués. Je ne les ai pas bloqués. On ne bloque jamais une source de renseignement. On l'enregistrait. J'ai fait des captures d'écran des mensonges d'Angélique. J'ai sauvegardé le poste d'Aurélie dans un dossier sécurisé nommé Preuve 01. J'ai archivé les messages vocaux menaçants de Gérard, exigeant que je cesse de faire une scène et revienne signer les papiers de transfert. Il me donnait des munitions. Et ils étaient trop arrogants pour s'en rendre compte. Ils pensaient que j'étais dans cette chambre d'hôtel en train de pleurer, brisée par leur exil social. Ils ne comprenaient pas qu'ils ne m'avaient pas brisée. Ils avaient juste libéré mon emploi du temps. J'ai poussé le téléphone sur le côté et ouvert mon ordinateur portable. Marc, mon patron, avait commis une erreur tactique critique. Il m'avait viré lors d'un cocktail un samedi soir. C'était un directeur financier corrompu. Mais il était paresseux. Il n'appellerait pas le service informatique pour révoquer mes accès avant lundi matin. Il supposait probablement que j'étais trop émotive pour penser à mes accès serveurs. Il avait tort. Je me suis connectée au VPN à distance du cabinet. Mes identifiants fonctionnaient toujours. Accès autorisé. Je ne suis pas allée voir les grands livres comptables principaux. Marc était trop malin pour laisser le linge sale dans la vitrine. Je suis allée chercher les shadow logs,
les métadonnées qui traçaient les suppressions et modifications de fichiers. La comptabilité forensique n'est pas qu'une question de maths, c'est de la psychologie. Les gens laissent toujours une trace quand ils essaient de cacher quelque chose. J'ai navigué vers le répertoire privé de Marc. Il avait un dossier imbriqué 5 niveaux plus bas. Nommé innocemment « Vieille déclaration fiscale ». J'ai cliqué dessus. La barre de téléchargement est apparue. 3 gigaoctets de données. Mon rythme cardiaque est resté stable. Un battement lent et rythmé contre mes côtes. Je n'étais plus Chloé la fille. J'étais Chloé, l'auditrice. Et j'allais voir exactement ce que ma famille s'était payé avec ma vie. Les données se sont déroulées sur mon écran comme une autopsie numérique. J'ai commencé par les comptes personnels. Cherchant les 425 000 € que Gérard prétendait avoir, gaspillés pour moi. J'ai trouvé les dépenses. C'est sûr, mais j'ai aussi trouvé la source de revenus qu'il avait commodément omise. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'ai passé 6 mois en rééducation pour réapprendre à marcher sans boiter. Gérard m'avait toujours dit que l'assurance nous avait arnaqués. Qu'il avait payé mon rétablissement de sa propre poche. C'était l'un des mythes fondateurs de son martyre. J'ai ouvert un PDF datant d'il y a 16 ans. C'était un accord de règlement. 150 000 €. Payés aux parents d'un mineur. Mon souffle s'est coupé. Juste une fois, il n'avait pas payé pour ma guérison. J'avais payé pour son premier projet immobilier raté. La chronologie correspondait parfaitement. Le chèque a été encaissé en mars. Gérard a lancé le chantier de la résidence Belvédère en avril. Ma douleur avait été son capital d'amorçage. Mais ça, c'était du simple vol. Ce que j'ai trouvé dans le répertoire caché de Marc était bien plus complexe. C'était un chef-d'œuvre de fraude électronique. J'ai trouvé un virement récurrent provenant d'un compte appartenant à oncle Jacques. 5 000 € par mois. Chaque mois depuis 5 ans. Le libellé indiquait « Fondation Gérard, Angélique, aide à la jeunesse ». J'ai froncé les sourcils. Mes parents n'avaient pas de fondation. Ils ne laissaient même pas de pourboire au restaurant. J'ai lancé une requête sur le numéro SIRET associé à la fondation. Elle existait. Elle était enregistrée comme une association loi 1901 d'intérêt général. Sur le papier, elle était dédiée à fournir des bourses pour les enfants défavorisés de la banlieue parisienne. J'ai suivi l'argent. Les fonds entraient sur le compte de la fondation le 1er du mois. Ils y restaient exactement 24 heures. Juste assez longtemps pour paraître légitimes sur un relevé mensuel, puis ils étaient virés ailleurs. Ils n'allèrent pas à des bourses. Ils n'allaient pas à des écoles. Ils allaient vers une entité commerciale listée sous le nom de Foi, Auré, Loisirs SARL. J'ai sorti les statuts de Foi, Auré, Loisirs. La gérante était Aurélie. Je me suis adossée à ma chaise. La lumière bleue de l'écran, illuminant, la chambre d'hôtel bon marché. Oncle Jacques. Le seul membre de la famille qui m'avait toujours traité avec gentillesse. Ne donnait pas à une charité. Il finançait le train de vie d'influenceuse d'Aurélie. Ce voyage à Paris dont elle se vantait, des fonds caritatifs volés, la garde-robe de luxe détournée, la voiture qu'elle venait de me prendre, payée avec l'argent destiné à des orphelins imaginaires. C'était écœurant. Mais ce n'était pas le coup de grâce. Le coup de grâce se trouvait dans les déclarations fiscales. Pour conserver le statut d'association d'intérêt général, une fondation a besoin d'un audit indépendant. Elle a besoin qu'un expert comptable certifie les comptes, vérifiant que l'argent va bien à la charité. J'ai ouvert la déclaration fiscale 2023 de la fondation. J'ai fait défiler jusqu'au bas de la dernière page, à la ligne de l'auditeur indépendant. J'ai arrêté de respirer. Là, à l'encre noire, se trouvait une signature que je connaissais mieux que mon propre visage. Chloé Durand, expert comptable. Il n'avait pas seulement volé oncle Jacques, il n'avait pas seulement volé mon argent. Il m'avait piégé. Ils avaient imité ma signature sur des documents fiscaux fédéraux pendant 3 années consécutives. Si le fisc auditait un jour cette mascarade, je ne serais pas seulement mise à l'amende. Je perdrais ma licence. J'irais en prison. Et soudain, la soirée au domaine a pris tout son sens.
J'ai réalisé alors que l'humiliation publique n'était pas juste de la cruauté. C'était de la stratégie. C'est la phase de rejet du narcissique. Ils savaient que le château de cartes devenait trop lourd. Ils savaient que tôt ou tard, quelqu'un regarderait de trop près. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Ils ne m'ont pas viré parce que j'étais un risque de sécurité. Ils m'ont viré pour détruire ma crédibilité. Ils avaient besoin de me dépeindre comme instable, aigrie et incompétente, pour que si jamais je découvrais cette falsification, personne ne me croit. Ils préparaient le terrain pour dire « Bien sûr qu'elle a signé ses papiers. C'était la comptable. Et maintenant qu'on l'a attrapée, regardez comme elle agit follement. » Ils ne me détestaient pas. La haine est émotionnelle. C'était plus froid que la haine. Ils me craignaient. Ils craignaient ma compétence. Ils savaient que j'étais la seule personne assez intelligente pour les coincer. Alors ils ont essayé de tuer ma réputation avant que je puisse ouvrir le dossier. J'ai regardé la signature sur l'écran, une imitation parfaite de mon nom, utilisée pour signer l'arrêt de ma liberté. J'ai attrapé ma bouteille d'eau, la main ferme. La peur s'était évaporée, remplacée par une certitude mathématique froide. Ils avaient fait une erreur fatale dans leurs calculs. Ils supposaient qu'en me privant de mon travail et de ma maison, ils m'enlèveraient mon pouvoir. Mais ils avaient oublié qu'une experte en jury-comptabilité n'a pas besoin d'un bureau avec vue pour vous détruire. Elle a juste besoin des reçus. Et je les avais tous. Je les ai laissés mariner pendant 2 semaines. Le silence est une arme puissante. Si vous vous taisez, une conscience coupable remplira les blancs avec de la paranoïa. Mais ma famille n'avait pas de conscience. Alors ils ont rempli le silence avec de l'arrogance. Ils supposaient que je m'étais terré dans un trou pour mourir. Ils supposaient que la menace était neutralisée. Ils avaient tort. Je ne me cachais pas. Je compilais. Le gala de la Fondation Gérard, Angélique, était l'événement mondain de la saison. Ils appelaient ça le bal de minuit. Tenue de soirée. Assiette à 500 €. Une liste d'invités comprenant toutes les grosses fortunes de la région. Le but était simple, lever assez de capital pour couvrir les dettes de jeux massives que Gérard avait accumulées à Monaco avant que les auditeurs ne viennent fouiner. Ils ne m'ont pas invité. Je n'avais pas besoin d'invitation. J'avais un accès administrateur. J'étais assise dans un café ouvert 24 heures, 24 en face de l'hôtel. Je ne portais pas de robe de soirée. Je portais un sweat à capuche et un casque à réduction de bruit. Mon ordinateur portable était ouvert. Connecté au réseau local de l'hôtel, via une porte dérobée que j'avais identifiée lors de ma reconnaissance initiale. Sur mon écran, j'avais un flux en direct de la salle de bal. Je regardais Aurélie faire le tour de la salle. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que mes prêts étudiants. Riant, trinquant, jouant le rôle de l'héritière bienveillante. Elle était radieuse. Elle avait l'air chère. Elle avait l'air d'une fraude. C'est la différence entre nous. Aurélie a bâti sa vie sur le charme, sur les relations, sur la capacité à sourire tout en faisant les poches de quelqu'un. J'ai bâti la mienne sur la logique, sur le code, sur la réalité peu glamour des données brutes. Elle avait les projecteurs, mais j'avais le mot de passe-route du système audiovisuel. Gérard est monté sur scène à 20h30. Il a ajusté le micro, rayonnant vers la foule. Derrière lui, un immense écran de projection affichait une vidéo touchante d'enfants pleins d'espoir. Tirée d'une banque d'images. Nous avons bâti cette fondation. A tonné Gérard, la voix chargée d'une fausse humilité. Parce que nous croyons en l'héritage. Nous croyons que ceux d'entre nous qui ont été bénis ont le devoir de redonner, d'investir dans l'avenir. Easy. J'ai pris une gorgée de mon café noir. Investir dans l'avenir. L'ironie était presque trop riche. Ce soir, a continué Gérard, nous vous demandons d'ouvrir vos cœurs. Et vos portefeuilles, chaque euro que vous donnez va directement à un enfant dans le besoin. Torton Jézazou. J'ai laissé mon doigt planer au-dessus de la touche entrée. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance est émotionnelle. La vengeance est désordonnée. C'était une correction. Un audit trouvant son chemin vers le domaine public. Alors, s'il vous plaît, a dit Gérard en levant les mains.
Regardez l'écran. Regardez ces visages. Et Bzibra, j'ai appuyé sur la touche. Les enfants de la banque d'images ont disparu. La musique émouvante s'est coupée avec un sifflement statique aigu. L'écran est devenu noir pendant un battement de cœur. Puis, une nouvelle image est apparue. Ce n'était pas une vidéo. C'était un organigramme forensique. Contraste élevé, clarté brutale. En haut, une photo d'oncle Jacques. Une flèche pointant vers le bas don mensuel de 5 000 €. Une flèche pointant vers la fondation. Et puis, une épaisse ligne rouge détournant les fonds vers Ahuré Loisirs Sarles. La salle est devenue silencieuse. Je pouvais voir les têtes tourner sur le flux en direct. Gérard s'est figé, son sourire tremblant. Incertain si cela faisait partie de la présentation, puis la diapositive suivante est passée. J'avais automatisé le carrousel. Note de frais. Août 2023. Objet, séminaire, aide à la jeunesse. Réalité vols première classe pour Paris Aurélie, Ami. Coût 24 000 €. Note de frais. Septembre 2023. Objet fournitures éducatives. Réalité paiement leasing, Mercedes classe G. Coût 3 200 €. Un murmure a parcouru la foule. Il a commencé bas et a enflé comme une vague. Aurélie a arrêté de rire. Elle fixait l'écran, son visage se vidant de ses couleurs. Elle a regardé Gérard. Gérard a regardé la régie technique, agitant les bras frénétiquement pour couper le flux. Mais les techniciens ne pouvaient pas couper. J'avais verrouillé le système. La dernière diapositive est apparue. C'était la déclaration fiscale, agrandie sur 3 mètres de haut. La signature falsifiée était surlignée en rouge néon. Foi, Chloé Durand, expert comptable. À côté, un journal d'adresse IP horodaté prouvant que le document avait été téléchargé depuis l'iPhone d'Aurélie. J'ai vu la réalisation les frapper. Ce n'était pas juste de l'embarras. C'était la fin. Ils se tenaient sur cette scène, baignés dans la lumière de leur propre crime. Exposés par la fille qu'ils pensaient trop insignifiante pour s'en inquiéter. Gérard a agrippé le pupitre, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson au bout d'un hameçon. Aurélie a laissé tomber sa coupe de champagne. Elle s'est brisée. Le son résonnant à travers la salle de bal stupéfaite. J'ai fermé mon ordinateur portable. Phase interminée. L'écran de projection n'était que du théâtre. La véritable arme était dans la boîte de réception. J'ai appuyé sur la touche « Envoyer une dernière fois ». Dans la salle de bal de l'autre côté de la rue, une symphonie de sonneries a éclaté. Ce n'était pas le tintement poli de l'argenterie. C'était le son synchronisé de 200 smartphones recevant un email prioritaire. Objet dossière, d'accusation pénale, soumission de preuves. Pièce jointe dossier affaires, 4092. J'ai regardé à travers la vitre du café les invités fouiller dans leurs poches. Ça a commencé par de la confusion, sourcils froncés, écran brillant dans la pénombre. Puis, l'onde de choc a frappé. Oncle Jacques a été le premier à craquer. Il s'est levé près du premier rang, son téléphone serré dans une main tremblante. Il a regardé l'écran derrière Gérard, l'organigramme montrant ses dons volés finançant la collection de chaussures d'Aurélie. Puis il a regardé son frère. « Tu l'as volé !» La voix de Jacques s'est brisée. Mais dans la salle silencieuse, elle a porté comme un coup de feu. « Tu as volé les enfants ?»« Gérard, tu m'as volé. » Gérard a essayé de pivoter. Il a ri. Un son désespéré et aigu. « Mes amis, s'il vous plaît clairement. Nous avons été piratés. C'est une farce malveillante d'une ancienne employée mécontente. » Il a pointé un doigt tremblant vers la cabine de projection. « Coupez le courant maintenant. » Mais le courant est resté allumé, et les portes se sont ouvertes. Elles ne se sont pas ouvertes pour des serveurs avec plus de champagne. Elles se sont ouvertes pour 6 officiers en gilet tactique, suivis de 2 inspecteurs, en costume, bon marché. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils n'étaient pas là pour intrusion ou piratage. J'avais envoyé le dossier au pôle financier du parquet à 8 heures du matin.
À midi, un juge avait signé les mandats. Gérard a reculé. Renversant le pupitre, le micro a émis un larcin strident. « Officier, Dieu, merci. Je veux signaler un cybercrime. L'inspecteur principal ne s'est pas arrêté de marcher avant d'être sur la scène. Il n'a pas regardé l'écran. Il a regardé l'homme. Gérard Durand, athée, il demandait. Il n'a pas attendu de réponse. Vous êtes en état d'arrestation pour 10 à 8 chefs d'accusation de fraude électronique. Détournement de fonds caritatifs et usurpation d'identité aggravée. Et puis pour son. Marc a essayé de se fondre dans la foule, se dirigeant centimètre par centimètre vers la sortie des cuisines. 2 officiers l'ont intercepté avant qu'il ne dépasse le buffet. Les menottes ont cliqué, un son sec et mécanique qui a tranché à travers les murmures. Et puis il y a eu Aurélie. Elle n'était pas arrêtée. Pas encore. Mais elle essaya d'appeler un Uber. J'ai regardé sur le flux en direct alors qu'elle tapotait furieusement son écran. Puis elle s'est figée. Elle a tapoté à nouveau. Elle a regardé son téléphone avec horreur. Je savais exactement ce qu'elle voyait. Transaction refusée. Statut du compte gelé, produit du crime. La justice n'attend pas une condamnation pour geler les actifs liés à la fraude électronique. Ses cartes, son bail, ses comptes professionnels d'influenceuse, tout était désormais propriété de l'État en attendant l'enquête. Elle se tenait là, dans une robe à 5 000 € qu'elle ne possédait plus. Sans aucun moyen de rentrer chez elle. Elle a levé les yeux, scannant la salle, scannant les fenêtres de l'autre côté de la rue. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle m'avait vue. Je suis restée assise dans le café. La tasse en céramique chaude entre mes mains. Dehors, les gyrophares bleus des voitures de police se reflétaient contre la vitre, peignant le trottoir de traits alternés de violence et d'autorité. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas applaudi. Ça aurait été émotionnel. C'était juste un équilibrage du grand livre. Les dettes ont été réclamées. Les actifs ont été saisis. L'audit était clos. J'ai fini mon café. Laissé un pourboire de 5 € sur la table. Et je suis sortie dans la nuit. La liquidation a été efficace. Quand l'État saisit des biens, il ne fait pas de mise en scène pour Instagram. Il catalogue. Il étiquette. Et il vend aux enchères. Le domaine est parti en premier. Puis les voitures. Puis les bijoux qu'Angélique prétendait être des héritages, mais qui se sont révélés aussi faux que sa charité. J'ai vu Aurélie 1 mois plus tard. Je marchais dans le centre commercial, allant chercher un nouveau tailleur pour un rendez-vous client. Elle travaillait dans une boutique de jeans de milieu de gamme. Pliant des pantalons, elle ne portait plus de marque de créateur. Elle portait un polo uniforme en polyester. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air ordinaire. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas pris de photos. J'ai juste continué à marcher. Son solde avait été remis à 0, il n'y avait pas besoin d'ajouter des intérêts à sa misère. Gérard. C'était une autre affaire. Il m'a appelé depuis la maison d'arrêt tous les jours pendant 1 semaine, jusqu'à ce que j'accepte finalement l'appel. Il m'a supplié de venir le voir. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire sur l'héritage familial. J'y suis allée 1 fois. Pas pour lui. Mais pour moi. J'avais besoin de classer le dernier document. Le parloir sentait le nettoyant industriel et le désespoir. Gérard était assis derrière la vitre en plexiglas, paraissant plus petit que dans mes souvenirs. La combinaison orange délavait son teint. Il ne ressemblait plus à un magnat. Il ressemblait à une créance douteuse passée en perte à la fin d'un exercice fiscal. « Chloé », dit-il en se penchant, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. « Je sais où de l'argent est caché. Offshore, si tu m'aides pour l'appel. Je peux. » Et, j'ai levé la main. Il s'est arrêté. Il n'y a pas d'argent. Gérard. Ai-je dit. J'ai audité les comptes offshore aussi. Tu as tout dépensé. Tu l'as joué sur de mauvaises transactions immobilières et des mains de poker encore pires. Ai dit. Son visage s'est tordu. Je l'ai fait pour nous, pour l'héritage espèce d'ingrate.
Et les aprises? J'ai glissé une simple feuille de papier dans la fente au bas de la vitre. Il l'a ramassée. Ce n'était pas un chèque. C'était un tableur. Un calcul de chaque année passée à essayer de leur plaire. Chaque euro contribué. Chaque retrait émotionnel qu'ils avaient fait sur ma vie. En bas, le total indiquait « payé », intégralement. « C'est quoi ça ?»« Ati !» Il crachait. « C'est l'audit final ?» ai-je dit en me levant. « Le compte est clos. Ne me recontacte plus jamais. » Et puis si de son japifou. Je suis sortie de la prison et suis entrée dans la lumière du soleil. L'air avait un goût différent. Il avait un goût propre. Je ne suis pas retournée dans une grande entreprise. J'ai ouvert mon propre cabinet. Essence. H. Forensics. Petit. Boutique. Et brutalement honnête. Mon premier client a été oncle Jacques. Il s'est assis dans mon nouveau bureau, un espace que je louais avec mon propre crédit. Mon propre argent. Et a signé le contrat de mandat. Arrange ça. Chloé. A-t-il dit? Juste. Arrange ça. Y'a mes centrojo? Et je l'ai fait. J'ai acheté une maison 3 mois plus tard. Ce n'est pas un vaste domaine avec des jardins à la française. C'est un petit pavillon moderne avec de grandes fenêtres et un jardin que j'entretiens moi-même. L'acte de propriété porte un seul nom. Le mien. Pas de co-signataire. Pas de levier financier. Les gens disent souvent que le succès est la meilleure vengeance. Ils postent des photos de leur yacht ou de leur compte en banque pour prouver qu'ils ont gagné. Mais c'est encore une réaction. C'est encore essayer de prouver sa valeur aux gens qui vous ont blessé. La vraie vengeance, celle qui dure, ne concerne pas ce que vous avez. Elle concerne la façon dont vous dormez. Le succès, c'est se réveiller le matin sans le poids écrasant de l'obligation. C'est regarder son téléphone et voir 0 notification de gens qui vous épuisent. C'est la confiance tranquille de savoir que tout ce que vous avez est intouchable parce que vous l'avez bâti sur le socle de la vérité, et non sur les sables mouvants du mensonge. La richesse. Ce n'est pas l'argent. La richesse. C'est la liberté. La richesse. C'est ne rien devoir à personne. Je me suis assise sur mon porche, regardant le soleil se coucher sur une pelouse qui m'appartenait entièrement. J'ai pris une gorgée de thé. C'était calme. Enfin, parfaitement calme. L'audit était terminé. Si vous avez déjà dû clôturer le compte d'une relation toxique pour vous sauver, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul